Alors, on est dans une classe musée présentement, avec Gaétan Saint-Arnaud. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Absolument. Merci de nous accueillir chez vous. Absolument, oui. C'était ma classe pendant près de 20 ans ici, oui. Est-ce que ça a toujours été aussi garni que ça? Pratiquement, oui, même davantage, parce qu'il y a eu des transformations depuis quelques années, mais oui, écoute, il y avait ici des objets autochtones, des objets de la Nouvelle-France, de l'époque de la Nouvelle-France, des reproductions, mais quand même de très beaux objets. Puis ça, c'est arrivé dans cette classe-là qu'on appelle aujourd'hui une classe musée, Voilà. par votre intérêt personnel, ou il y avait un plan de match là, pour créer des classes musées? Oui, l'idée s'est développée petit à petit. C'est une équipe, là, en fait, qui a travaillé puis qui a fini par concevoir ça. On voulait aller plus loin que ce que le ministère nous proposait. On voulait enseigner une histoire plus. C'est-à-dire que pour nous, l'histoire, ce n'était pas juste des grands événements, des grands personnages. L'histoire, c'est aussi la vie quotidienne. C'est du vêtement, c'est de la vaisselle, c'est des armes, c'est des outils. Alors, on a décidé d'intégrer ça au cours. Donc, on a mis sur les murs des objets qu'on a recherchés et des objets sur lesquels on avait toujours quelque chose à dire. Exemple, on avait un canot d'écorce qui a été fabriqué pour nous par un Abénaki. Ah, ouais. Absolument. Et là, on prenait le canot d'écorce, puis on demandait aux élèves comment on fait pour savoir où est l'avant et l'arrière du canot. Comment faisaient les Autochtones pour calfeutrer de façon à ce que l'eau ne pénètre pas dans le canot. Mon Dieu, je pense que j'ai envie de le suivre, ce cours-là. Absolument, il n'est jamais trop tard pour vous inscrire. Je pense que oui. Mais oui, on avait des articles de poterie, puis on demandait qui faisait ça, pourquoi. On avait, par exemple, un encrier, un très bel encrier, une reproduction d'un encrier de l'époque de la Nouvelle-France. On montrait ça aux élèves, puis on demandait, bon, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Est-ce que le paysan avait cet objet-là chez lui? Non, parce que le paysan, c'est ni lire ni écrire, puis de toute façon, c'est un objet qui est beaucoup trop dispendieux pour ses moyens. Alors, c'est le genre de choses, et les élèves adoraient ça. Bien, je comprends. Ah oui. Mais la question que notre réalisateur s'est posée tantôt, là, c'est... Tu as un déficit d'attention, tu rentres ici, tu écoutes le prof ou tu regardes les murs? Il faut que le prof soit au moins aussi intéressant que les objets qui l'entourent, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est de prendre un objet. Les objets ne restaient pas au mur, on les décrochait du mur, puis on les montrait aux élèves. Donc là, on avait un déficit, on n'avait aucun déficit d'attention, au contraire. On avait une attention plus. Les profs faisaient l'effort d'être intéressants avec des objets intéressants. Ça passait bien. Ça passait bien. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ailleurs? Est-ce que ça a fait boule de neige, cette idée? Absolument. En 1996, on a organisé ici, à la Polyvalente, un congrès de profs d'histoire, le congrès annuel des profs d'histoire du Québec. Oh, ça devait parler fort. Oui, monsieur. Et il y a des profs qui ont vu les classes musées et qui nous ont demandé comment vous avez fait ça, avec l'aide de qui et tout. Donc, aujourd'hui, il y a des classes musées en Beauce, à Lévis, à Chicoutimi, à Alma, à Shawinigan. Il y en a un peu partout au Québec. Mais c'est quoi la réponse à la question qu'ils vous posaient, que vous avez fait comment pour accumuler tout ça? Bien sûr, il a fallu trouver des sous. Et ça, il a fallu se gratter le coco, pas rien qu'un peu, mais il a fallu aussi compter sur la collaboration de quelques antiquaires du coin. Jean Deshaies, entre autres, Denis Landry qui a collaboré. Alors, il y a toutes sortes de gens. Il y a même des élèves qui nous apportaient des objets. Et c'est ça. Bon, donc, on y allait comme on pouvait. On a fait des tournées d'antiquaires, puis on a sollicité les antiquaires, puis les antiquaires ont adhéré à ce projet-là. On a aussi eu l'aide, ça c'est absolument exceptionnel, de la directrice des collections à Parc Canada. Aujourd'hui, je pense qu'elle est à la retraite, Mme Diane Lebrun, qui a trouvé ce projet-là absolument fantastique et qui nous a fourni une tonne de reproductions d'objets de toutes les époques. Alors, et elle nous a invités à visiter ses collections, elle, dans les entrepôts à Québec, à la gare maritime à l'époque. Alors, oui, on a eu beaucoup de collaborations de toutes sortes de gens. Puis,
dans les tout derniers temps, dans les dernières installations de Classe Musée, il y a Daniel Scott, que tout le monde connaît, qui a donné aussi un sérieux coup de main à ça, qui a beaucoup cru à ce projet. Ça, je vous écoute parler, puis juste en arrière de vous, je vois M. Carrier, qui était propriétaire du cinéma Laurier, j'imagine qu'il est impliqué dans le fait que le gros projecteur soit là derrière vous. Donc, je comprends bien, dans un cours d'histoire du secondaire, normalement, ou disons avant les classes musées, l'histoire locale était absente, complètement absente. Bien, pour cette partie-là, il faut rendre hommage à Martin Ouellette. OK, prof d'histoire. Qui est prof d'histoire, qui a pris en fait ma succession, en quelque sorte. Et Martin, oui, c'est un peu braqué sur l'histoire locale et il a réussi à récupérer toutes sortes d'objets d'illustration, comme par exemple des anciens bancs du Laurier, du cinéma Laurier. On a le projecteur aussi, il a réussi à récupérer le projecteur du cinéma Laurier. Alors, Martin a amené, je dirais, un étage supplémentaire au Classes Musée. Voilà, c'est lui là, qui a introduit ça. Qui a rapproché l'histoire des jeunes. Oui. Je lisais justement dans les journaux ce matin que le chroniqueur était en Europe et qu'il disait c'est merveilleux en Europe, l'histoire, elle est là, au coin de chacune des rues, chose qui est moins présente ici, sauf quand on étudie à la Polyvalente Le Boisé. Voilà. C'est quoi la plus belle pièce, à votre avis, qui est ici? Ou sinon, quelques-unes rares? Oui, il y en a quelques-unes qui sont... Évidemment, le canot d'écorce dont j'ai parlé tantôt, là, on a aussi des masques autochtones qui sont d'une grande beauté. La vaisselle, les articles de vaisselle là, des reproductions de la Nouvelle-France qui nous ont été fournis, là, ouais, ça aussi, c'est des belles pièces. Mais c'est sûr que moi, j'ai un petit coup de cœur pour une image. En fait, c'est une photo de Gilles Vigneault. OK. Qui est venu ici et qui a signé ici dans la classe. Ah, ouais. Ah oui, et il a trouvé ça extraordinaire. Il y a sa photo là-bas au mur. Et il avait donné une entrevue dans les journaux de l'époque. Puis, il disait, c'est du temps qu'on redonne aux objets. On fait revivre les objets. Il trouvait ce projet-là absolument fantastique. Lui-même nous envoyait quelques objets, dont les souliers de Mademoiselle Émilie, qui est un des personnages qui chante. Là. Il y a une chanson, Mademoiselle Émilie. Ah! Alors, Gilles Vigneault, oui, il a rendu un hommage particulier à ce projet-là. Donc, ça nous a beaucoup touché. Il y a une expérience rattachée à cette image-là. Puis, dans le fond, c'est un peu l'objet, la raison pour laquelle on vit une expérience, on regarde un objet, puis on intègre l'histoire de cette façon-là. Excellente innovation pédagogique qui a certainement contribué à ce qu'on oublie les dates un peu moins vite que moi je l'ai fait. Gaétan Saint-Arnaud, professeur d'histoire au Boisé pendant une vingtaine d'années, vous avez dit? Oui, 20-25 ans. Merci beaucoup de votre présence. Allô, Kathleen. Kathleen, parce que je suis en train de revoir mes années au secondaire en te regardant, parce que nous, on a fait art dramatique ensemble. Art dramatique. C'est un cours optionnel. Oui, c'est une option qu'on a partie, comme je disais, dans les années, je dirais, glorieuses un peu. Quand je suis arrivée en 90, les enseignants ont, je dirais, innové beaucoup, offraient des options. Ça m'avait vraiment fascinée parce que moi, j'ai étudié ici en 77-78, je pense. J'étais dans les finissantes qui n'avaient pas d'album de finissantes. Puis après ça, je suis venue enseigner pendant 28 ans à partir de 90, dans la commission scolaire en 88, mais à la Poly, un retour ici. Fait que moi, je retrouvais des enseignants qui m'avaient enseigné, qui devenaient des collègues. C'était quand même assez fascinant. Puis assez tôt, à ma rentrée, peut-être 2 ans après mes premières années ici, j'ai enseigné le théâtre avec Régent Leclerc. Puis c'est ça, j'ai eu la chance d'enseigner à Simon-Olivier Fecteau et un groupe fabuleux dans les premières années. C'était extraordinaire. Oui, parce que Français Théâtre, c'était une pièce québécoise, toujours québécoise. Bien, en fait, il y avait 2 volets. Moi, j'avais
puis je m'étais greffée à Régent, j'offrais de la création jusqu'en janvier. On faisait un spectacle de création. Régent, lui, allait faire des tournées dans les écoles pour du théâtre pour enfants. Moi, c'était de la création. Puis après ça, on montait 2 pièces, une avec Régent, une avec moi. Puis moi, j'avais la première année, on avait monté La Déprime. Ah oui? Oui. C'était la pièce parfaite, hein, plusieurs personnages. Fait que c'était vraiment bien. Fait que c'est ça. J'ai fait le constat que mes collègues étaient tellement créatifs. De un, moi, c'était la première fois que j'enseignais, puis qu'il y avait plusieurs enseignants du même niveau qui enseignaient la même matière. Fait que moi, ce qui me fascinait, c'était la collaboration qu'il y avait entre les enseignants. On montait du matériel ensemble. Il y avait un dynamisme pédagogique que je n'avais jamais rencontré. Puis ça faisait aussi qu'on échangeait entre nous. On échangeait du matériel, mais on échangeait aussi sur notre pratique. Puis j'appelle ça les années glorieuses des options. Parce que dans le cadre de ces émissions-là qu'on est en train de faire, on parle souvent des sports-études, musique-études, tout ça. Ça, c'est la mode, là, c'est ça qui se passe. Là. Mais là, ça remplit les horaires complètement. On ne pourrait pas avoir ce qu'on avait quand moi j'étais au secondaire, c'est-à-dire des options. Bien, en fait, si ça colle au programme, comme par exemple le cours d'art dramatique que j'ai créé dans les années 90, se retrouve dans la grille du programme d'éducation internationale parce qu'il y avait de la place pour les arts. C'est ce cours-là qui a été greffé. Fait que donc, dans les années 90, l'option journal, Movie Projects, Vision Art, Monde du spectacle. English Pop and Rock. Oui, c'est vrai. Puis English Theater, c'est ça. Et là, moi, je me disais, ça faisait quelques années quand même que j'enseignais le théâtre. Puis je me disais, j'aimerais ça fournir l'occasion aux élèves d'explorer l'univers théâtral avant de s'investir dans une grande production. Fait que c'est là que j'ai conçu des ateliers sur les personnages, les stéréotypes humains, la voix, la diction, le monologue intérieur. Fait que les élèves étaient souvent en création. Puis à la fin des ateliers, on regardait le répertoire québécois et international, puis on jouait des extraits. Fait qu'à la fin de l'année, j'avais 90 élèves qui participaient à 3 spectacles. Qui étaient donnés, il y a eu des années sur les heures de cours, puis il y a eu des années, c'était le soir. Donc, les meilleurs moments de ces ateliers-là. OK. Ouais. Alors, ces options-là ne sont pas disparues, ils se sont un peu... greffées. Greffées, okay, exactement. Elles ne sont pas toutes disparues, non. Je sais que pour l'art dramatique, ça existe. Puis c'est Jean-François Roux qui a pris le relais. Puis il l'offre dans le programme d'éducation internationale, oui. Puis, quand je pense à la polyvalente, moi, en tout cas, ce qui reste, c'est tout le côté humaniste puis engagement communautaire. Parce que comme élève, je l'ai vécu. On était très, je dirais, actifs pour accueillir les élèves avec André Genet, Aline Vadnet. Puis je trouve que c'est resté dans ce qui caractérise la polyvalence, cet engagement-là communautaire, l'humanisme, je trouve, puis la créativité. Fait que des belles collaborations avec les enseignants. Puis on partait souvent des élèves. On observait les élèves, puis on s'en jasait, comme je te dis, vu qu'on était plusieurs. Vous étiez vous-même très créatif pour stimuler la créativité des jeunes. Oui, ça a été... puis, tu sais, j'ai pas tout nommé, là, mais je me souviens, le journal aussi en secondaire 4 et 5 avec Carole Daigle. C'était un cours, ça? C'était un cours, une option, une option. Alors, c'est ça. Ça a été des années glorieuses, je dirais. 90, merci, 2000. Kathleen Lefebvre, de nous avoir parlé des années glorieuses des options au Bois. C'est encore une très belle école. Puis, mais disons que c'est ce qui m'avait fascinée quand je suis arrivée. Alain Defoy, vous êtes bien préparé, vous avez beaucoup de notes à nous présenter pour faire toute l'histoire de ce qui aujourd'hui s'appelle un DEP. Un diplôme d'études professionnelles chez Vision 2020, qui est voisin ici de l'école secondaire Le Boisé. Bien, pour faire rapport à mes notes, vous savez qu'avec l'âge, la mémoire a des défaillances. Ah ouais? Donc, ne voulant pas hésiter et transmettre un mauvais message, j'ai préféré mettre sur papier certains points de repère. Référez-y-vous à outrance, si vous voulez. Ça va nous faire plaisir d'entendre parler de
de toute cette histoire-là, qui a porté beaucoup de noms, là, moi j'ai nommé DEP, mais au tout début, on est en quelle année, puis comment ça s'appelle, cet enseignement professionnel-là? Au tout début, on se situe dans les années 1945. OK, on se souvient qu'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et le gouvernement fédéral avait décidé de, je dirais, prendre l'ancienne école de l'Académie, qu'on appelait, comme site pour entretenir et réparer l'équipement de guerre. Ça s'appelle comment, ce lieu-là, aujourd'hui? C'est-tu le manège? Le manège militaire. C'est l'école Le Manège, ouais. OK, c'est bon. Donc, dans le temps, c'était devenu le manège militaire. Mais la guerre étant terminée, on s'est réveillé avec de l'équipement, de l'outillage qui ne servait plus à rien. Pour réparer des moteurs, admettons. Réparer des moteurs, réparer l'équipement qui existait dans le temps. Évidemment, c'était de l'équipement, je dirais, élémentaire, mais c'était quand même de l'équipement. Et on nous a dit que le gouvernement fédéral avait offert à la ville de Victoriaville gratuitement ces équipements-là. Les frères du Sacré-Cœur, ayant connaissance de cette offre, se sont présentés et ont dit à la ville, nous pouvons vous fournir un local pour installer ces équipements. Et ce local a été le sous-sol du collège Sacré-Cœur ici, aux côtés. On parle tout le temps de 1945. Ayant installé ces équipements, on pouvait offrir à la population 3 formations de base. Et je vous fais remarquer que c'était des formations qui concernaient uniquement les garçons. Okay. On parlait de formation pour le bois, pour la construction, formation pour le métal, pour ajustage mécanique, et formation pour l'électricité au département électrique. Okay. L'école a fonctionné pendant quelques années, et en 1960, devant la popularité, le gouvernement, qu'on peut appeler le ministère de l'Éducation, qui était naissant, ont décidé de bâtir une école propre à ce type d'enseignement. Aujourd'hui, nous, on reconnaît cet établissement en l'appelant la bâtisse au toit français. Qui est adjacent à la polyvalente Le Boisé, là. C'est comme les pignons triangulaires qu'on voit là, dans le fond du côté de la rue Notre-Dame. Exactement. Okay. Et à cet endroit, la formation était élémentaire. On parle de 7, 8, 10 enseignants qui dispensaient un échantillon de métiers beaucoup plus vaste. On parle à ce moment-là de mécanique automobile, plomberie, chauffage, on parle aussi de soudage, on parle de construction. Donc, vous remarquerez que ces métiers-là s'adressaient... Ça sent la testostérone. Oui, oui, ouais. Beaucoup aux garçons. Ouais. Cette école a existé jusqu'à l'intégration de l'enseignement qui était obligatoire par le gouvernement aux commissions scolaires régionales. Ce qui fait que l'École des métiers est devenue sous l'égide, sous l'autorité de la commission scolaire régionale des Bois-Francs. Qui est devenue les commissions scolaires, qui sont devenues les centres de services. Exactement. OK, c'est bon. Comme évolution, on peut dire qu'à ce moment-là, on parle en 1973. Il est toujours important de connaître un petit peu quelle était la quantité de formation dispensée. On peut parler à ce moment-ci de 70 à 90 élèves par année. Et, ça, c'est quand la polyvalente Le Boisé a été fondée. Exactement. Et à ce moment-là, on avait 2 types de formation. On avait la formation qu'on appelait au métier, d'une durée de 2 ans. Et je dirais, le seuil d'admissibilité était un secondaire, c'était la 7e année. OK. Donc, l'équivalent de secondaire 1. C'est l'équivalent de secondaire 1. C'était jeune, là? Oui, c'était jeune. On avait des élèves de ce temps-là qui avaient 13, 14 ans. Et c'est probablement ce qui a amené le ministère à réfléchir pour dire que c'était probablement très jeune. Un peu jeune pour déjà voir une job, là. Décider de son avenir. Ça mettait des œillères un peu, oui. Et là est venu le 2e programme qu'on a appelé technicien, d'une durée de 4 années. Ce programme-là était beaucoup plus exigeant. Nous, on a été autorisés à dispenser la formation pour les 3 premières années.
La 4e année était dispensée dans les grands centres comme Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Nos élèves n'étaient pas définissants ici, allaient finir à l'extérieur. S'expatriaient, bon, mauvaise chose. Oui, on peut le voir comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je le vois de même. Dès que quelqu'un part de Vito, moi, je verse une larme. Si maintenant je fais le parallèle avec ce qui existe aujourd'hui, où on a rebaptisé l'enseignement professionnel, l'école de métier, on l'a rebaptisé Centre de formation Vision 2020. OK. On est en quelle année, là? On est Autour de 80. 80, OK. Oui. Et l'institution étant sous l'égide de la commission scolaire, on était quand même soumis au programme que le ministère de l'Éducation nous dispensait. Et de là est né les cours qui menaient à un DEP. Un DEP qui signifie Diplôme d'études professionnelles. Hey, j'aimerais ça qu'on fasse une petite pause, Alain, deux fois, s'il te plaît. Juste pour spécifier, Vision 2020, ça vient d'où, ce nom-là? Vision 2020, ça a été demandé par la commission scolaire. On a parti un concours public ici à Victoriaville et les gens devaient soumettre un nom qui leur paraissait, je dirais, approprié pour ce type d'études. Okay. Nous avons étudié les demandes et retenu Vision 2020 parce que, en réfléchissant, lorsqu'un type se dirige vers l'enseignement professionnel, dans la grande majorité des cas, c'est son avenir qu'il prépare. Ouais, ouais. Et si on veut préparer un bel avenir, bien, on doit avoir un beau regard sur l'avenir. Ah, OK. Donc, Vision 2020, c'est un peu comme un résultat chez l'optométriste, là, littéralement. Vous avez une bonne vue, vous avez une bonne vision. Donc, okay. Une bonne décision d'aller en enseignement professionnel. Okay. Bon, ça se tient debout, c'est bon, c'est bon. Et, dans les programmes du DEP est venu aussi un nouveau, je dirais, un nouveau modèle d'enseignement. Et les gens du ministère de l'Éducation ont préparé l'enseignement par module. Au lieu d'enseigner au total toute la formation, mais la formation était divisée par section. Je vous donne un exemple. En automobile, par exemple, on enseignait le module sur les freins. Donc, l'élève numéro 4, il pouvait décider de prendre le module sur les freins, tandis que son collègue au côté, il pouvait très bien prendre le module sur la direction. OK. Ce qui amenait le professeur un petit peu désorienté. Mais là, on a aussi instauré l'enseignement individualisé. Chacun allait à son rythme et chacun était évalué selon son habileté, je dirais, sa dextérité manuelle et son habileté à, je dirais, résoudre un problème. OK. Et l'évaluation d'un module, lorsque l'élève avait terminé son module, il devait apprendre des choses théoriques et apprendre aussi à pratiquer à l'atelier comment réparer les freins, mettons. Et on a aboli à ce moment-là le bulletin avec les notes en pourcentage. OK. On savait qu'à la commission scolaire, à la polyvalente, l'élève qui était en secondaire 3, mais il y avait une formation en français. À l'examen, il réussissait avec un résultat de 70, 75, 80 %. Chez nous, ça n'existait plus. On avait ce qu'on appelle une évaluation dichotomique, ce qui veut dire que pour un module donné, l'élève, c'est-à-dire le prof avait des critères à respecter pour évaluer l'élève. Et l'évaluation n'était pas discriminatoire dans le sens qu'il n'y avait pas un élève qui avait un bon module, puis l'autre un moyen module. Tout le monde qui réussissait le module, parce que le résultat était réussite ou échec. C'est-tu réparé ou c'est pas réparé? Exact. Et je dirais plus, c'est-tu bien réparé ou si c'est réparé à peu près. Mm-hmm. Donc, si l'élève ne respectait pas les normes établies, à ce moment-là, il échouait son module. Bien, c'est un peu, c'est plus ancré dans la réalité. Si moi, je vais au garage, puis je ne suis pas content si c'est 80 % réparé. C'est ça. Il faut que les freins soient bien réparés, sinon on répare là-bas. C'est bon. Donc là, on est rendu où, là, dans le temps, là, dans cette belle histoire-là?
Bien, si on veut faire une analyse entre la polyvalente et l'école de métier, bien, à l'école de métier, on formait 70 à 90 personnes par année. Maintenant que l'enseignement est affilié à la polyvalente, le taux a changé. Ça peut varier de 7 à 800 personnes par année. 10 fois plus. Oui. Et l'autre aspect très important, c'est que l'enseignement, c'est aussi mixé. On a autant de clientèle du sexe féminin que de clientèle masculin maintenant. Et on me disait que si la tendance se continue... Il va y avoir un troisième sexe. Non, mais le sexe féminin va prendre la majorité. Non, comme c'est le cas à l'université déjà, au collégial. Oui, oui. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, j'ai été 23 ans enseignant en formation professionnelle. Et à ma connaissance, je n'ai jamais assisté à un accident sérieux. Et je ne sais pas si vous réalisez, là, ces jeunes-là, ils opèrent des appareils très, très dangereux. Que ce soit une scie, que ce soit une meule, que ce soit un monte-charge. Il faut croire que les enseignants avaient une attention très forte sur la prévention des accidents au travail. C'est tout à leur honneur, je pense. Et j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure que la devise de l'enseignement professionnel se dit comme étant « l'industriam per dignitatem ». Ah! Et si je le traduis... S'il te plaît! Je vous dirais qu'on obtient la dignité en développant notre industrie. OK. OK. Dignité parce que tout le monde a un rôle à jouer dans cette société-là. Oui. Par l'industrialisation. Oui. Parce qu'on emploie souvent les pays en développement, les pays en croissance. Développés, oui. Mais si on parle des pays qui ont réussi, ce sont toujours des pays qui ont une grande industrialisation. Ah, super. Alors, encore une fois, sur ces riches paroles, merci beaucoup, Alain Defoy, de nous avoir éclairé sur tout l'aspect professionnel, études professionnelles autour du boisé. Là, on pensait qu'on allait parler des 50 dernières années, mais là, on a plus parlé des 75 dernières années. Merci beaucoup, Alain. On n'est pas jeune, monsieur. Ah, bien, parlez pour vous. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Merci, Alain.